Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Célébration de la Journée mondiale des droits de la femme. Quelles avancées dans les lois au Gabon en faveur de l'égalité de genre? Vous le saurez dans un instant. République démocratique du Congo, le M23, pas prête à tirer la hache de guerre malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et puis, sport, préparer les athlètes aux compétitions à venir, c'est l'objectif de la Ligue de judo de l'Estuaire. Un championnat provincial a été organisé à cet effet. Le point sur la phase finale de cette compétition dans ce journal. Les jours à venir s'annoncent sombres dans les différentes mairies du Gabon. Des grèves en perspective pourraient paralyser les activités au sein des collectivités locales du pays. Des propos tenus par le représentant des agents municipaux réunis ce jour autour d'une table. Il revendique les meilleures conditions de vie et de travail. Le reportage de Jessica Andjoa. La situation qui prévaut à la mairie de Libreville est loin de connaître son épilogue. On peut avoir pour preuve cette rencontre qui annonce des jours sombres au sein de cette institution publique. Situation qui certainement, dans les jours à venir, va connaître de sérieuses perturbations dans le fonctionnement de notre mairie, des mairies d'arrondissement. Et vous voudrez bien excuser les agents municipaux pour les problèmes à venir à établir qui? Un acte de naissance, qui? Un acte de décès, qui? Un acte de mariage ou pire encore, ceux qui ont des corps enterrés dans les services déconcentrés de nos cimetières municipaux. Les jours à venir s'annoncent sombres. L'agent municipal, certes, sait être patient, mais lorsqu'il se sent abusé, il sait être intraitable. C'est l'occasion pour Madame le maire et ses acolytes de découvrir le vrai visage de l'agent municipal à la fin de mandat. Une année s'en est allée et malgré la médiation avec le gouverneur de la province de l'Estuaire, la prise en compte de la carrière des agents municipaux, la gestion de l'institution municipale selon les textes, le déroulement de la carrière des agents municipaux contractuels et autres collaborateurs demeurent des éléments qui empêchent le bon fonctionnement de la mairie de Libreville. Nous observons aujourd'hui que la situation est pire qu'avant, puisque ce bureau du conseil, cette administration s'illustre dans les mêmes pratiques, sinon pire. Voilà, mesdames et messieurs, la trame du message de ce jour, qui consiste simplement à appeler l'attention de l'opinion publique sur la situation qui prévaut à la mairie. Il nous apparaît donc opportun de nous adresser à vous ce jour, ayant constaté une fois de plus, une fois de trop, la mauvaise foi des autorités qui nous gèrent, qui ont choisi de faire dans le pourrissement au lieu de s'appliquer à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de la médiation. Au sortir de cette rencontre, les agents grévistes ont annoncé une grande assemblée générale décisionnelle. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Souvent victimes de violences de tout genre, ces femmes au Gabon connaissent-elles véritablement leurs droits? Pour en savoir, Jessica Andjoa a tendu son micro à quelques-unes dans les rues de la capitale gabonaise, suivant ce reportage. Sur 20 femmes interrogées dans les rues de Libreville, en rapport à la journée consacrée aux droits des femmes, seules 2 sont sorties du lot en apportant ces quelques définitions. Comme on a droit à l'éducation et on a droit aussi au vote. C'est spirituel ou c'est un être humain comme nous tous qui a créé ces droits. Parce que chaque individu a des droits. Au moment où tu nais, tu vis, tu as des droits. On n'a pas besoin d'une journée pour avoir les droits des femmes. Parce que quelle que soit la journée, la femme sera toujours battue, la femme sera toujours au foyer, la femme sera toujours sous-traitée. Mais vous avez oublié une seule chose, c'est que c'est la femme qui donne la vie. Comme partout ailleurs, la femme est à l'honneur seulement. On a le sentiment que ses droits varient selon les circonstances, les lieux, mais également les pays d'origine. S'il faut s'occuper des enfants et du foyer, vous savez que tout repose sur la femme. Et je dis toujours aux gens qu'il faut qu'on vous respecte.
Pourquoi respecter? Parce que la majorité de ceux que nous sommes devenus, moi par exemple, c'est parce qu'il y a eu une femme qui a su respecter ses droits de femme, de mère, de sœur et de fille au foyer. Je pense que la femme a les mêmes droits que l'homme. Maintenant, la mienne, je pense qu'elle a tous les droits. Le droit d'être heureuse, le droit à l'épanouissement, le droit au confort, le droit au bonheur, le droit à la protection, le droit à la sécurité. Et voilà, je souhaite que toutes les femmes soient comme la mienne. Les droits de la femme, oui, elle est égale à l'homme. Je reviens sur ce que j'ai dit. Du point de vue administratif, mais au niveau du foyer, chacun a son rôle. L'ensemble des règles juridiques officiellement établies au sein d'une société dans l'objectif d'organiser les rapports entre les personnes est appelé droit. De ces droits de la femme, il apparaît l'accès à l'éducation, l'intégrité corporelle et d'autonomie, le droit à la communication, à l'assistance humanitaire, pour ne citer que cela. Restons dans la célébration de la journée mondiale des droits des femmes. Après plus d'une décennie de lutte sociale pour réduire le sexisme dans le corpus législatif du Gabon, les femmes devraient toujours continuer de défendre leurs droits. En ce 8 mars 2023, le bilan est sans appel. Il faut passer du papier à l'action. Le reportage de Carmen Eyégué. Dans l'obscurité de son bureau, en cette journée du 8 mars, Nicole Guémin-Métogo et une de ses consoeurs du comité de suivi du plan gouvernemental Gabon Égalité se penchent à nouveau sur les lois en faveur de la lutte contre le sexisme. Le Gabon, depuis 2019, a amorcé une série de réformes juridiques pour nettoyer tout ce qui est loi discriminatoire à l'égard de la femme. Et cela a débouché effectivement à l'adoption de textes. Je parle ici de la loi 006, la loi 004 et la 005. Des lois notamment relatives à la condamnation des violences faites aux femmes, grand pan de la campagne de sensibilisation de Gabon Égalité. Ces avancées légales ont valu au Gabon d'être désigné comme le meilleur pays africain en matière d'abolition des inégalités fondées sur le genre. Néanmoins, la société civile appelle à continuer les efforts. On peut effectivement avoir un corpus juridique qui est très favorable à l'égalité des sexes, mais cependant, tout à côté, avoir des pesanteurs socioculturelles qui mettent à mal telle loi-là. On devrait également entamer un travail de fond, déjà pour la mise en œuvre de tout cela, de tout ce travail-là qui est fait. Il faut que les praticiens du droit s'approprient de ces dispositions juridiques-là. Il faut que les femmes elles-mêmes s'approprient de tout cela. Ainsi, les deux femmes s'accordent pour conduire plus de campagnes d'éducation, autant pour les futurs juges et avocats qui devront s'emparer des textes, que pour les jeunes femmes, écolières, lycéennes et étudiantes qui seront les actrices du changement de demain. Les premières histoires en matière de l'égalité de sexe ont été réalisées au cours de 20 dernières années, depuis que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Des précisions dans ce reportage de Maya Meza. La directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies des femmes, Sima Sami Baous, s'est exprimée lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Le statut des femmes est en état de siège. Certains aspects de la technologie, tels que les médias sociaux, jouent un rôle dans le partage d'informations vitales et la mobilisation de soutien, ainsi que la propagation de la désinformation et la promotion d'une misogynie violente. Bineta Diop, envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité de la présidente de la Commission de l'Union africaine, s'est adressée au Conseil par liaison vidéo. Nous devons faire plus, notamment en prévenant les violences et en aidant les victimes à mieux se reconstruire grâce à un programme socio-économique et psychologique. Nous avons un besoin urgent de mesures pour mettre fin à l'impunité et à tenir les auteurs responsables. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Griffin s'est également adressée aux journalistes après la réunion. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une agression sans fin contre les femmes et les filles. Et nous devons intensifier et nous devons parler. Un problème à cette échelle nécessite une coopération internationale.
À l'ONU et en particulier à la Commission de la condition de la femme, nous avons l'obligation de faire progresser l'égalité des sexes dans le monde physique comme dans le monde numérique. Combler l'écart majeur entre les sexes dans l'innovation et la technologie est au centre de la 67e session de la Commission de la condition de la femme, CSW, qui s'est ouverte au siège des Nations Unies à New York lundi 6 mars. Au cours des 2 prochaines semaines, les participants du monde entier, y compris les représentants de gouvernements de l'ONU, de la société civile et de groupes de jeunes, ainsi que des militants, examineront comme l'égalité des sexes, l'autonomisation et le développement durable peuvent être atteints à l'ère numérique. Santé, vu comme l'une des parties les plus importantes du corps de la femme, le périnée a été au cœur d'une séance de formation à l'intention de sages-femmes. Plus de précision dans ce reportage signé Chimène Indo. Améliorer les compétences des sages-femmes dans l'accouchement et la prise en charge des femmes enceintes en situation de périnée était le but de cette séance de formation. Le périnée, c'est la partie anatomique de la femme qui sera excessivement sollicitée au moment de l'accouchement. C'est-à-dire au moment de l'accouchement, c'est un paquet de muscles qui se trouve entre le vagin et l'anus et c'est ce gros paquet de muscles qui va s'étirer, s'oublier pour laisser le bébé passer. Le périnée, tout comme d'autres parties du corps, peut être facilement atteint, d'où l'intérêt de cette formation. On ne fait pas assez attention à cette partie parce qu'une fois qu'elles ont accouché, on oublie qu'elles ont eu des problèmes au moment de l'accouchement. Et ce n'est qu'après, à une prochaine grossesse, qu'on va constater qu'elle a eu des difficultés, des incontinences, etc., liées à un précédent accouchement. Pour les sages-femmes, participer à un tel renforcement des capacités répond fondamentalement au besoin de s'adapter à l'évolution de la science. Personnellement, ça m'apporte beaucoup parce que chaque jour, la science évolue et donc il est important de se remettre à niveau pour bien évidemment bien pratiquer et surtout apporter le meilleur. Pour coller à l'actualité, cette formation entre en droite ligne avec la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes a également été célébrée à l'intérieur du pays, notamment dans la province du Wellington, avec plusieurs activités organisées par rapport à cette circonstance des différentes associations. Le récit des Maya Media sous les images de notre correspondant Curtis Obamdze. Bien que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique et l'accès à Internet restent en leur défaveur par rapport aux hommes. À OIM, le constat est le même. Au niveau du centre social ici, nous n'avons pas d'Internet en tant que tel, on n'a pas de Wi-Fi. Mais tout dernièrement, les agents ont cotisé pour que nous puissions avoir le Wi-Fi, pour que nous allions sur Internet, avoir des informations qui sont un peu fiables. Mais entre-temps, nous n'en avions pas. Ce n'est qu'à partir de cette semaine que nous avons eu le Wi-Fi par les cotisations des agents. Si les femmes ne peuvent pas accéder à Internet et ne se sentent pas en sécurité en ligne, elles ne sont pas en mesure de développer les compétences numériques nécessaires et de s'engager dans les espaces numériques, ce qui diminue leur possibilité de poursuivre des carrières dans les domaines des sciences et autres. Mais les sœurs qui vont au mondial ont des grandes difficultés à payer les taxes, les sanitaires, le commerce, la santé, la concurrence, la douane, sans penser qu'un car coûte 60 000 francs de location. Et ce car-là, elles arrivent à 200 000 francs de dépenses pour amener le secours. Vous voyez que ces femmes-là ne gagnent plus grand-chose. D'autres ont choisi de faire le commerce ambulant pour valoriser le statut de femme. C'est très bien. Au lieu de se lancer dans des choses abominables, des choses sans valeur, c'est mieux de chercher à faire quelque chose avec ses doigts. Et moi, je suis bien fière de ce que je fais. Cette édition 2023 de la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif. Il permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique.
La célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales et permet de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques. L'actualité hors de nos frontières, à présent au Burundi, les métiers à prédominance masculine intéressent de plus en plus de femmes. Elles sont bouchères, conductrices de poids lourds, de taxis et bien d'autres. Objectif, parvenir à l'autonomie financière. Le récit est signé Modeste Mbazangoy. Dorothée, aide-maçon sur les chantiers de construction, est fière de son activité de tous les jours. Mais son salaire actuel ne lui permet pas de bien se nourrir et de célébrer fièrement cette journée. Si je gagne 6 000 francs dans mon travail d'aide, nous devons obtenir une augmentation parce que tout a augmenté. Depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai jamais acheté un kilo de haricots à 3 500 francs. Je ne mange plus de haricots parce qu'ils sont très chers. En bravant les clichés sociaux, ces femmes rencontrent parfois des résistances de la part de certains hommes réfractaires à leur travail. Il arrive qu'un client vienne me dire qu'il ne peut pas se faire couper les cheveux par une femme. Cela ne m'a jamais découragé d'abandonner mon travail, mais je redouble d'efforts. Lorsque ce client revient et me voit couper les cheveux d'un autre client, il voit que je coupe bien et il accepte que je coupe les siens. Déterminées et ambitieuses, ces femmes burundaises se sont engagées à se battre pour pouvoir vivre du métier qu'elles exercent en dépit des stéréotypes. Au Burkina Faso également, les Ouagalaises, les femmes burkinabées sont de plus en plus nombreuses à se déplacer à moto comparé aux années antérieures, véritable symbole de l'émancipation de la femme dans ce pays. Le récit est de Leslie Nanaka. Dans la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, il y a plus de motos que de voitures et plus de femmes que d'hommes sur ces motos. Moyen de transport favori des Burkinabés, faisant désormais partie intégrale de la culture dans ce pays, la moto est devenue, il y a déjà plusieurs décennies, un symbole de l'autonomie financière pour de nombreuses femmes dans ce pays. Pour les Ouagalaises, conduire une moto est signe de courage et d'autonomie. Bon, ça détermine la femme burkinabé, le courage de la femme en fait. Voilà, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Et c'est, vous avez toujours dit que ça demande beaucoup pour nos activités et tous nos déplacements à Ouagadougou aussi. Voilà, donc on a vraiment besoin de ça pour vaquer à nos occupations. Habillées en jean ou en tailleur, portant parfois un enfant sur leur dos, ces femmes de tout âge déferlent en moto dans les rues de la capitale. Autrefois, offertes par leur époux dans le cadre du mariage, les femmes burkinabées commencent à se procurer de la moto dans les années 80 et s'affirment. Il y avait quelque chose de très spécial. J'étais dans plusieurs parties du monde et même au Nigeria, on voit beaucoup de motos. Des hommes qui conduisent de motos, mais je n'ai pas vu de femmes dans des pays précédents conduire de motos avec une telle allure et très indépendante. Et cela m'a captivé. J'ai été très époustouflé. Aujourd'hui, l'usage de la moto par les femmes du Burkina Faso est devenu signe de respect et de l'égalité des genres dans ce pays. L'actualité en bref, Nicolas Haysom, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, met en garde à propos de la stabilité politique très précaire dans le pays. Malgré l'accord de paix signé en 2018, les affrontements intercommunautaires, les enlèvements et les violences sexuelles s'accroissent dans ce pays déchiré par une guerre civile depuis 12 ans. Nous parlons également de la célébration de la Journée internationale du Rhin qui commence demain. À l'occasion de cette journée, les activités ont démarré aujourd'hui dans la capitale gabonaise avec notamment des campagnes de sensibilisation autour de cette maladie. Chimène Indon pour les détails. Première activité de la Journée mondiale du Rhin au Gabon. Les portes ouvertes du Centre national d'hémodialyse du Centre hospitalier universitaire de Libreville avaient pour objectif d'informer, de sensibiliser sur les gestes et les actes préventifs de la maladie du rein, une maladie de santé publique. La célébration de la 18e édition est placée sous le thème « La santé rénale pour tous »,
Se préparer à l'imprévisible, maîtriser la vulnérabilité. Déjà, on en a deux. Ce sont deux petits organes en forme de haricots qui sont situés derrière les côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Et donc, les reins ont sensiblement 10 à 12 cm de longueur et ce sont ces reins-là qui ont le rôle de sécréter l'urine. Le mode de vie et souvent la mauvaise alimentation affectent le rein, ce qui entraîne un dysfonctionnement et finalement une insuffisance rénale, parfois chronique, ce qui va imposer aux patients des séances d'hémodialyse. Séances entièrement prises en charge. La prise en charge des malades, jusqu'ici, elle est consacrée à la prise en charge des patients qui sont déjà en insuffisance rénale chronique terminale par l'octroi, par la réalisation des séances d'hémodialyse. Donc le rein étant malade, étant défaillant, ne peut plus nettoyer convenablement les reins, ne peut plus nettoyer convenablement l'organisme. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle des séances d'hémodialyse. Parce qu'avec le bras séculier de l'État qu'est la CNAM-JS, les séances de dialyse sont prises à 100%. Donc les patients hémodialysés, leurs séances de dialyse sont prises à 100% par la CNAM-JS. Généralement, l'hypertension et le diabète sont des facteurs générateurs et aggravants de l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle et le diabète. Mais à côté de ces deux causes que je viens de citer, il y a également des infections. Les moyens pour prévenir l'insuffisance rénale, mais c'est simple, c'est déjà dans son hygiène de vie, dans l'hygiène de vie, ne pas manger trop gras ni trop sucré. Moins de stress, avoir assez d'activité physique, au moins 30 minutes 2 fois par semaine. Ceci va permettre de diminuer l'hypertension artérielle pour ceux qui ont des facteurs de risque d'hypertension artérielle. La Journée mondiale du rein a été inspirée par l'augmentation croissante du nombre d'insuffisances rénales et c'est la Société internationale de néphrologie en collaboration avec la Fondation des associations engagées dans cette lutte contre l'insuffisance rénale par qui cette journée a vu le jour. Parlons justement à propos des séances d'hémodialyse, séances absolument nécessaires pour les patients atteints d'insuffisance rénale, sont réalisées grâce au générateur de dialyse. Mais comment fonctionne cet appareil? Des explications dans ce reportage de Chimène Indo. Ce générateur de dialyse, c'est la solution ultime pour la prise en charge des personnes qui sont atteintes de l'insuffisance rénale chronique. Il est composé de 3 parties. Nous avons la partie digitale qui sert à mettre les paramètres du patient. Nous avons la partie du circuit extracorporel. Tout ce que vous voyez là, c'est le circuit extracorporel. Et vous avez la 3e partie, c'est la partie hydraulique. Cette partie consiste à recevoir le bicarbonate, le bibag, le bidon d'acide et de l'eau traitée de la ECG qui forme le dialysa. Le dialysa, c'est une solution qui avoisine, qui est proche du plasma. Lorsque le patient arrive, nous avons ici les deux lignes qui représentent l'artère et la veineuse. Donc la ligne artérielle consiste à tirer le sang du patient par l'entremise de cette machine, le moteur qui tire le sang, qui fait le circuit dans la machine, et la ligne veineuse pour ramener le sang propre, le sang épuré dans l'organisme. Et tout se passe par ce module. On l'appelle le module, ou bien le rein artificiel. Donc tout se passe ici. Ça se passe comment? C'est-à-dire que ici, les échanges se font entre le sang et le dialysa. C'est-à-dire quand il y a un échange, il y a un qui donne à l'autre ce que l'autre n'en a plus, et ça se compense. Donc ça se passe à ce niveau-là. Et le sang épuré repart dans l'organisme. Les déchets partent dans les égouts pour aller à la poubelle. En politique internationale, les récents événements de xénophobie en Tunisie remettent en cause le processus d'intégration au niveau du continent africain, une intégration qui se fait à la fois sur le plan institutionnel, mais également avec les peuples du continent. Le reportage est signé Alexandre Mbarmundo.
Le fait migratoire n'est pas un fait nouveau. La mobilité des populations à travers les frontières internationales remonte à la création des frontières elles-mêmes. La vulnérabilité des non-ressortissants en Afrique, le fait migratoire a pris des dimensions nouvelles depuis quelque temps avec le refoulement des migrants africains aux ports de l'Europe et en Afrique elle-même. Ainsi, de l'Afrique du Sud à la Libye, en passant par la Tunisie, le traitement des migrants est loin d'être en phase avec les droits de l'homme, ce malgré la Charte africaine des droits de l'homme dans son article 5 qui stipule que les États interdisent et condamnent toute forme de pratique néfaste qui affecte négativement les humains qui sont contraires aux normes internationales. Les récentes déclarations du président tunisien Kais Saied qui ont déclenché les actes de harcèlement et de violence à caractère raciste viennent remettre en question la question de l'intégration de l'Union africaine. Simple question rhétorique, peut-on parler réellement d'une citoyenneté africaine au moment où le nationalisme et la xénophobie prennent des proportions alarmantes sur le continent? La zone de libre-échange africaine ZLECAf qui a pour vocation l'amélioration de la coopération dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires au développement des chaînes de valeur peut-elle être effective si la notion de citoyenneté africaine n'est pas intégrée par l'Africain? Le rejet de l'Africain par l'Africain est-il en symbiose avec la vision des pères des indépendances tels que Kwame Nkrumah, Habib Bourguiba, Kenneth Kaunda qui ont fait le rêve des États-Unis de l'Afrique? Ces derniers ne se retournent-ils pas dans leur tombe quand le Sud-Africain stigmatise le Nigérian, l'Ivoirien ou encore le Ghanéen? L'Africain doit-il condamner les Occidentaux qui ferment la porte aux migrants africains lorsque celui-ci est le premier à discriminer le réfugié venu du Sud du Sahara? Au regard de tous ces agissements qui n'honorent en aucune manière le continent noir, on est donc en droit de se demander si l'intégration de l'Union africaine est un mythe ou une réalité. En République démocratique du Congo, malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Kigali et Kinshasa, dans la crise qui prévaut au nord du pays, le mouvement du 23 mars, le M23, opte pour le non-respect de l'accord. C'est un récit signé d'Alexandre Mbamdo. Nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter, ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan. Malgré son accord de principe sur le cessez-le-feu et l'invitation du président français à un retour à la paix, le M23 n'a pas encore rangé ses armes quelques heures après sa déclaration. S'il promet de ne pas mener de nouvelles offensives, il se réserve le plein droit de se défendre si ses positions sont attaquées. Une situation qui, a priori, donnerait raison au président de la République démocratique du Congo qui a émis des réserves lors de la visite d'Emmanuel Macron. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidé depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Il faut dire que le M23 n'est pas à son premier cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Selon certaines sources concordantes, le mouvement souhaite l'ouverture d'un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa qui conditionne tout dialogue par le retrait des assaillants de toutes les zones occupées. En Égypte, l'accident d'un train survenu hier au nord du Caire, capitale égyptienne, fait 4 morts et 23 blessés. Le récit des faits avec Ralph Lenyongo. L'autorité nationale des chemins de fer égyptiens a indiqué qu'à l'entrée du train à la gare de Khalioud, le conducteur a franchi le sémaphore fermé et l'appareil a poursuivi sa marche au-delà de la ligne d'arrivée, percutant le heurtoir en bout de voie.
Selon le ministère de la Santé, cela a entraîné le déraillement de la locomotive, faisant 4 décès et 23 blessés. Un bilan qui risquerait de s'alourdir dans les jours qui suivent. Le procureur général Amadou Saoui a décidé, selon un communiqué officiel, de la constitution d'une équipe pour enquêter sur l'accident. L'Égypte, pays de 100 millions d'habitants, a été le théâtre de plusieurs collisions et déraillements meurtriers qui ont ravivé la colère de la population face à la négligence des autorités et l'archaïsme du réseau ferroviaire national. Fréquentes, ces catastrophes sont généralement attribuées à des problèmes d'infrastructure et de maintenance. En avril 2021, le ministère des Transports avait licencié le président de l'autorité des chemins de fer après 2 accidents de train en moins d'un mois qui ont fait plus de 40 morts. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière de l'histoire du pays s'était produite en 2002 avec l'histoire d'un train qui avait fait plus de 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire. Autre actualité en bref, au Mali, cela fait 23 mois ce mercredi 8 mars, c'est-à-dire demain, qu'Olivier Dubois est retenu en otage, journaliste indépendant pour Libération Jeune Afrique, où Le Point notamment, le Français a été enlevé alors qu'il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali, par les djihadistes du Djinn, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sport à présent, championnat provincial de judo ce week-end. L'événement s'est déroulé au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Objectif, préparer les athlètes aux compétitions à venir. Des précisions dans ce reportage d'Herman Malaga Moussavou. La phase finale du championnat de judo senior a offert son spectacle au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Le président de la Ligue de l'Estuaire précise l'enjeu de cette compétition. On a démarré en début janvier et l'idée c'était d'augmenter le volume de compétition, d'augmenter la densité des compétitions et l'intensité des compétitions. Nous y sommes parvenus. Nous sommes allés à une fréquence de une compétition chaque 2 semaines, sinon une compétition chaque semaine. Et moi, d'où je suis, je vois que les gars progressent bien. Il faut rappeler que 25 clubs sont affiliés à la Ligue de judo de l'Estuaire. Seuls 15 ont pris part à cette phase finale, car étant concernés par cette compétition. Les attentes clairement identifiées motivent l'action des membres de la dite ligue. J'espère que lorsque nous allons amorcer les compétitions fédérales, nationales, il y aura sur les podiums les athlètes de l'Estuaire. C'est pour ça que nous mettons le cadre en place, pour que les gars soient en jambes lorsque nous nous retrouvons dans des grandes messes nationales. Autre attente, toujours au niveau national, c'est juste s'assurer que lorsqu'on fait les sélections nationales, les gars de ma ligue soient bien positionnés en termes de classement, soit sur les podiums à l'international. Le ton est donc donné. La Ligue de judo de l'Estuaire compte bien continuer à jouer les premiers rôles dans la famille du judo gabonais. Ainsi se referme ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Au revoir.